Demain lundi, 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Conflit qui déstabilise l'échiquier international, en particulier depuis que les États-Unis et la Russie ont commencé à se rapprocher. Cela ne plaît pas du tout aux Ukrainiens et aux Européens. Alors quelle perspective en 2025? On en parle ce soir avec Ulrich Bouna. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe, de l'Est et de la Russie, chercheur associé chez Eurocréative et auteur de La guerre hybride en Ukraine, un ouvrage paru aux éditions du Cygne. Et nous sommes également avec Richard Verly. Bonsoir. Richard, correspondant en France du média suisse Blick. Vous avez publié aujourd'hui, Richard, un article intitulé « Les 5 démons que doit vaincre Volodymyr Zelensky ». Vous allez nous en dire quelques mots et je précise que vous avez tous les deux été en Ukraine depuis le début de la guerre. Alors Ulrich Bouna, 2025 sera-t-elle selon vous l'année de la paix, l'année du dénouement? Alors l'année de la paix, je ne pense pas. L'année du cessez-le-feu, c'est probable, pour une raison assez simple, qui est que côté russe que comme côté ukrainien, on est dans une guerre d'attrition extrêmement violente depuis 3 ans. Il y a eu énormément de pertes des deux côtés et on sent un essoufflement. On voit bien que même si les Russes, par exemple, sont toujours à l'offensive, ils avancent de moins en moins vite, on va dire ça comme ça. Et donc effectivement, un besoin de pause se fait probablement sentir des deux côtés. Côté ukrainien, on manque d'hommes. Côté russe, ça commence aussi à être un petit peu compliqué en termes de matériel et on recrute moins qu'avant. Donc effectivement, une pause est très probable, effectivement, notamment sous l'égide d'une volonté d'arriver à un accord très vite de la part de Donald Trump. En revanche, une paix à long terme semble quasiment illusoire. Les objectifs sont complètement diamétralement opposés. Moscou veut contrôler l'Ukraine d'une façon ou d'une autre, militairement ou politiquement. Et pour l'Ukraine, au contraire, il y a une volonté de conserver son indépendance et de récupérer d'une façon ou d'une autre les frontières de 91, enfin ces frontières d'État indépendant. Et donc effectivement, une pause, oui, c'est probable, mais en revanche, ça ne réglera rien sur le fond. Vous êtes d'accord, Richard, un cessez-le-feu, oui, probable, possible. En revanche, une paix à long terme, ça s'annonce plus difficile? Oui, bon, la paix durable, elle va dépendre de toute manière, Volodymyr Zelensky l'a redit aujourd'hui, de garantie de sécurité. C'est-à-dire que l'Ukraine ne veut pas un accord de paix qui ne lui garantisse pas que la guerre ne va pas reprendre sous une forme ou sous une autre, ce qui est quand même légitime, il faut le redire, de la part d'un pays qui a été agressé à 2 reprises, en 2014 avec la prise de la Crimée et en 2022, il y a exactement 3 ans, par la Russie dans les conditions qu'on connaît. Alors, est-ce que néanmoins, ça peut être plus qu'un cessez-le-feu? Je pense que oui. Ça va dépendre de la donne diplomatique. On va voir. Alors en ce moment, ça part dans tous les sens. On voit bien que les États-Unis exercent une pression maximale sur leurs partenaires, ce qui est quand même ironique. Normalement, les États-Unis devraient exercer une pression maximale sur la Russie. Ce n'est pas le cas. Mais ce cessez-le-feu peut être quand même, lui, relativement durable. On pense évidemment à un modèle, c'est celui qu'on a en tête depuis le début. C'est le modèle coréen, avec une zone démilitarisée qui séparerait d'un côté les régions contrôlées par la Russie, de l'autre l'Ukraine, avec une force éventuellement d'interposition. Tout ça est à mettre avec beaucoup de conditionnels, mais je rappelle quand même qu'en Corée, ça dure depuis 1953. Ça fait donc plus de 50 ans, bientôt plus de 60 ans, que cette situation perdure. Donc il y a quand même là une fenêtre. La grande question, c'est à quel prix, et à quel prix notamment pour l'Ukraine, dont n'oublions pas que c'est un pays qui est resté démocratique, c'est un pays qui mérite et qui veut un destin qui lui appartienne et qui ne veut pas voir son destin confisqué par Moscou. Voilà, une fenêtre possible. En même temps, le président russe Vladimir Poutine l'a redit aujourd'hui, la Russie va continuer à renforcer ses capacités militaires. Je vous propose qu'on l'écoute et on commente juste après. Aujourd'hui, dans un monde en rapide mutation, notre stratégie de renforcement et de développement des forces armées reste inchangée. Nous continuerons à améliorer les capacités de combat de l'armée de terre et de la marine, ainsi que leur état de préparation au combat, en tant que composante essentielle de la sécurité de la Russie, garantie de sa souveraineté présente et future, de son développement progressif. Ulrich Bouna, qu'est-ce qu'on sait des intentions à long terme de Vladimir Poutine aujourd'hui? Est-ce que Vladimir Poutine il souhaite un accord de paix ou il souhaite le démembrement de l'Ukraine? Vladimir Poutine, enfin, je ne sais pas dans sa tête, mais en tous les cas, ses actes et ses paroles laissent à penser qu'il y a plusieurs choses, en fait. Il a plusieurs objectifs à long terme. Il y a un objectif de contrôle de l'Ukraine, comme je le disais tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre. Et ça, il n'y renoncera pas. Hein. Toute volonté de projection de puissance de la Russie passe par l'Ukraine. S'il n'y a pas l'Ukraine, la Russie ne peut pas projeter sa puissance. Premier point. Deuxième point, il veut affaiblir l'Occident un maximum. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Lorsque Vladimir Poutine parle de renforcer son armée, c'est parce que pour le Kremlin se voit en guerre contre l'Occident.
ou en tout cas, il voit que l'Occident est en guerre. En tout cas, il perçoit que l'Occident est en guerre contre lui, et donc il cherche à augmenter ses mesures de défense au maximum, et donc de renforcer son armée, qui de toute façon a été plus que affaiblie en Ukraine. Donc il va falloir... D'ailleurs, la présence des soldats nord-coréens a changé quelque chose ces derniers mois sur le terrain ou pas nécessairement? Elle n'a pas changé grand-chose. Elle a permis ponctuellement à la Russie d'impliquer son espèce de stratégie du rouleau compresseur, donc d'envoyer des vagues humaines pour essayer de submerger les Ukrainiens. Mais effectivement, donc ça montre, ces 10 000 hommes, ça a montré qu'effectivement les Russes manquent de bras. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Ça a probablement permis très ponctuellement, dans des zones très précises, à la Russie de grappiller peut-être quelques kilomètres carrés. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Et surtout, ça a été dévastateur pour les Nord-Coréens qui n'avaient pas du tout été formés pour la guerre moderne. Mais donc voilà, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est de renforcer effectivement son armée, parce que pour lui, quel que soit finalement, j'ai envie de dire, ce qui se passe en Ukraine, le conflit se poursuit en fait vis-à-vis de l'Occident. On le voit en mer Baltique, on le voit dans les pays européens où il y a énormément de tentatives de déstabilisation de la part de la Russie, dans ce qu'on appelle la guerre hybride de façon générale. Donc ça va continuer, quel que soit finalement, et j'ai envie de dire que même plus l'accord de paix sera favorable à la Russie en Ukraine, et plus effectivement Vladimir Poutine se sentira convaincu dans sa volonté de pouvoir porter le fer. Mais justement, à ce sujet, Richard Verly, là on a l'impression que Donald Trump est en train de placer Vladimir Poutine en position de force. Pour l'instant, en tout cas, il le rend à nouveau fréquentable sur la scène internationale. Alors, évidemment, puisqu'il veut le rencontrer. Il veut le rencontrer en Arabie Saoudite. On sait que ça aura lieu à cet endroit. Et dès lors que Trump rencontrera Poutine, il faudra un résultat. Et ce résultat ne sera probablement pas un camouflet infligé à la Russie. C'est quand même très, très, très peu improbable. Donc, la réalité, c'est que oui, il y a une remise en selle de Vladimir Poutine sur la scène internationale. D'autant que l'objectif à terme de l'administration américaine, en tout cas c'est ce qu'on entend, c'est de dissocier la Russie de la Chine, qui est le véritable adversaire proclamé de Donald Trump et des États-Unis aujourd'hui. Alors, est-ce que tout ça, néanmoins, signifie que Vladimir Poutine va s'en sortir grandi et vainqueur ? C'est pas sûr. Ça prend, je dirais, une mauvaise direction en ce moment. C'est pour ça que Volodymyr Zelensky essaye de toutes ses forces de faire dérailler ce train-là. Mais néanmoins, Donald Trump sait aussi que son intérêt personnel, ça compte beaucoup, et l'intérêt des États-Unis n'est pas de réhabiliter la Russie. L'intérêt, c'est quand même d'avoir une Russie faible. Au fond, on pourrait dire que les États-Unis essayent de faire ce que la Chine a obtenu avec cette guerre, c'est d'avoir une Russie à disposition, en quelque sorte plus ou moins vassalisée, en position plus faible, mais ça, il n'est pas du tout sûr que les États-Unis y arrivent de cette manière. C'est pas aussi, Ulrich Bouna, une manière pour Donald Trump d'essayer d'obtenir un succès diplomatique de façon rapide qui pourra effectivement jouer en sa faveur, asseoir une certaine crédibilité sur la scène internationale? Il est probable qu'effectivement Donald Trump s'est lui-même mis dans un coin en fait en disant qu'il allait obtenir la paix en 24 heures. Il est donc obligé de fournir un résultat. Le problème, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, peu importe le contenu de l'accord, il va pouvoir lever un accord en rentrant à Washington en disant « Regardez, j'ai signé la paix » et passer au dossier suivant, mais un petit peu comme il l'a fait lors de son premier mandat sur plein d'autres sujets. Donc c'est ça en fait, le vrai risque, c'est qu'effectivement il soit prêt à brader un petit peu grosso modo l'Ukraine pour obtenir un accord très rapidement avec les Russes. On a quand même le sentiment qu'il veut aller extrêmement vite. Oui, justement, il veut aller extrêmement vite. Oui. La Russie et les États-Unis n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs, les mêmes intérêts dans cette histoire. Et on imagine bien que Donald Trump et Vladimir Poutine n'ont pas le même calendrier politique. Vladimir Poutine n'est pas aussi pressé dans les faits que Donald Trump. Non, mais je pense qu'en fait, il faut bien comprendre, je pense que du point de vue russe, il y a une volonté de se faire un petit peu désirer pour justement récupérer un maximum de concessions avant même l'ouverture des négociations. Mais encore une fois, un scénario pour la Russie pourrait tout à fait être un cessez-le-feu assez rapide et finalement des négociations qui se perdraient dans les limbes pendant des années sur une paix plus globale. Un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait eu pour les accords de Minsk, où on a eu un cessez-le-feu plus ou moins respecté, mais les questions de fond n'ont jamais été résolues et ça permettrait finalement à la Russie de garder les mains libres pour deux raisons. Déjà parce qu'elle pourrait reprendre le conflit quand elle veut, et deuxièmement, sans accord de paix, il est peu probable que justement ces fameuses garanties de sécurité avec des soldats occidentaux soient mises en place. Donc ce serait tout bénef pour la Russie en fait. Et en tout cas, depuis quelques jours, Donald Trump se montre très hostile, très agressif à l'égard de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il l'a même qualifié de dictateur sans élection. D'abord, Richard Verly, est-ce qu'il y a du vrai dans les propos de Donald Trump ? Non. Rien. Non, Volodymyr Zelensky n'est pas un dictateur. Oui, mais avoir un mandat terminé parce qu'il y a une guerre et parce que vous ne pouvez pas organiser d'élections dans ces conditions, ce n'est quand même pas la même chose que d'être un dictateur. Donc, il est évident que Volodymyr Zelensky doit, à un moment ou à un autre, et le plus rapidement possible, retourner aux urnes. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas un dictateur. Et de toute manière, faire ce type de pression sur un pays qu'on a soutenu énormément, parce que les États-Unis ont investi
investi plus de 100 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, ça paraît complètement aberrant. Mais il faut quand même le reconnaître, dans le monde de Donald Trump, ça ne l'est pas aberrant. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est parce que Donald Trump, il fait pression sur qui? Sur le plus faible. Bien évidemment, sur celui sur lequel il a le plus de levier. Il a beaucoup plus de levier aujourd'hui immédiatement sur l'Ukraine de Zelensky que sur la Russie, même s'il parle de sanctions plus importantes, etc. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a ces fameux minerais, ces terres rares en Ukraine. Il insiste pour avoir cet accord. Pourquoi? Parce qu'il veut retourner vers son électorat aux États-Unis et dire, voilà, vous voyez, non seulement j'ai la paix, mais en plus, j'ai un accord qui rapporte aux Américains. N'oublions jamais, dans la tête de Donald Trump, l'équation financière, tout doit rapporter. Et justement, ça va effectivement dans le sens de ce que vous dites. Richard, Donald Trump veut maintenant, en tout cas c'est ce qu'il affirme, récupérer l'argent de l'aide américaine à l'Ukraine. On l'écoute tout de suite. The United States has given $350 billion. Les États-Unis ont donné 350 milliards de dollars parce que nous avons eu un président et une administration stupides et incompétents. 350, mais il y a pire. L'Europe a donné cet argent sous la forme d'un prêt. Ils récupèrent leur argent. Je veux donc qu'ils nous donnent quelque chose pour tout l'argent que nous avons investi et je vais essayer de régler la guerre et de mettre fin à toutes ces morts. On demande des terres rares et du pétrole, n'importe quoi qu'on puisse obtenir. Voilà, Donald Trump qui parle, lui, de 350 milliards de dollars d'aide. Ce qui est faux, exactement. 500 il y a 24 heures. Donc... Exactement, voilà, c'est trois fois moins. Ça a été vérifié, en tout cas, par plusieurs médias, et vous nous le confirmez tous les deux. Ulrich Bouna, est-ce que l'Ukraine, aujourd'hui, peut se passer de l'aide militaire américaine? Et surtout, qu'est-ce qui se passera si cette aide, elle cesse? Grosso modo, en fait, si on fait un petit peu le ratio, et c'est un ratio qui avait été fourni par Volodymyr Zelensky, 30 à 40% de l'aide militaire est fournie par les États-Unis, 30 à 40%, plutôt 30% par les Européens, et le reste, c'est de l'autoproduction. Le problème, en fait, c'est qu'effectivement, sur certains matériels, notamment les défenses antiaériennes ou les avions de chasse, soit ce sont les Américains qui les fournissent directement parce que c'est quasiment les seuls à pouvoir en produire, soit en fait, pour utiliser par exemple les F-16, il faut avoir un feu vert des États-Unis. Donc effectivement, les États-Unis resteraient incontournables à court terme, même en termes de fourniture d'artillerie, en tout cas d'obus d'artillerie. Donc effectivement, se passer de l'Ukraine, des États-Unis pour l'Ukraine, c'est pas impossible, mais ça compliquerait les choses sur le front. C'est pas pour ça que le front s'effondrerait, mais ce serait plus compliqué. Il est probable que l'Ukraine perdrait plus d'hommes qu'elle n'en perd actuellement. Et en tout cas, le levier aujourd'hui que Donald Trump essaye d'activer, et vous l'évoquiez, Richard, c'est cette question des ressources stratégiques ukrainiennes. Donald Trump les convoite fortement. Il essaye de négocier un accord avec les Ukrainiens. Est-ce qu'il peut faire plier le président Volodymyr Zelensky? Quel intérêt est-ce que les Ukrainiens auraient à céder une partie de leurs ressources naturelles aux États-Unis? Bon, un intérêt immédiat, c'est de calmer la pression et c'est de satisfaire Donald Trump et en quelque sorte d'acheter Donald Trump. C'est un peu ça. Parce que quand Donald Trump, il va revenir avec un papier, signé éventuellement de Volodymyr Zelensky, mais encore faut-il les exploiter. C'était rare. Dans un pays qui est en guerre, dans un pays dont beaucoup de ces régions sont minées aujourd'hui, inexploitables. Donc peut-être que Volodymyr Zelensky, in fine, il ne le veut pas maintenant, il va signer quelque chose. Mais de toute manière, encore une fois, ce sera un contrat essentiellement à des fins électorales pour Donald Trump. Quant à l'arsenal américain, il est important, il peut être remplacé par des armes européennes. La grande difficulté, c'est que les pays européens, à ce moment-là, vont devoir, dépeupler, vider leurs arsenaux. Et c'est ça, la complication. Au fond, les pays européens vont devoir encore plus faire le choix. Est-ce qu'on est prêt à armer l'Ukraine au détriment de notre propre défense? Et là, évidemment, ça risque de coincer. Vous parlez des Européens, Ulrich Bouna. Est-ce que les Ukrainiens n'auraient pas intérêt aujourd'hui à se tourner vers d'autres alliés? On voit bien que les Européens ont quand même du mal à avoir une position commune sur la stratégie à adopter face à Donald Trump, et d'ailleurs pas que sur le dossier ukrainien. Est-ce qu'il n'est pas temps pour Volodymyr Zelensky de se tourner vers de nouveaux alliés? Alors, le problème, c'est qu'en termes d'alliés, finalement, c'est essentiellement le mode occidental, avec quelques pays en plus. Mais, oui, il n'a pas le choix, finalement. Mais donc voilà, donc en fait, si vous voulez, finalement, si je prends un petit peu ce que l'on appelle le Sud global, alors je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un petit peu vaste, mais pour beaucoup de ces pays, finalement, beaucoup de ces pays ont essayé de ne pas trop prendre position, finalement, dans cette guerre. Ils sont tout à fait
prêt à continuer à avoir des ressources naturelles pas chères venant de la Russie. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'États africains qui ont été touchés, notamment sur le plan économique, par cette guerre. Tout à fait, et notamment surtout au début de la guerre, lorsque le prix des céréales a flambé et que l'Ukraine ne pouvait plus exporter. Mais du coup, effectivement, et donc il y a une volonté quand même des Ukrainiens de s'ouvrir au monde. Il y a eu une dizaine d'ambassades en Ukraine, ukrainiennes qui ont été ouvertes en Afrique depuis 2022. Il y a aussi le ministre de la Défense, ministre des Affaires extérieures ukrainien fait un petit peu des tournées mondiales, etc. Volodymyr Zelensky s'exprime auprès de plein de pays. Mais effectivement, les alliés qui fournissent véritablement du matériel, c'est effectivement les Européens. Et on voit bien que suite, effectivement, il y a eu une première tentative de la part de Zelensky de d'amadouer Trump. Et comme ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné, il s'est beaucoup réorienté vers les Européens. Mais ce serait compliqué si jamais les Européens, comme ça a été dit, ne sont pas capables de fournir plus, et il va falloir fournir plus, même pour notre propre défense, là, effectivement, les Ukrainiens seront coincés. Alors demain, Emmanuel Macron, le président français, sera à Washington. Il sera rejoint, on reviendra ensuite à Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer. Est-ce que la France et le Royaume-Uni, Richard Verly, aujourd'hui sont en mesure d'infléchir la position de Donald Trump? Infléchir, je ne le crois pas. Je ne pense pas, parce que Donald Trump... Alors quel est l'intérêt de ces visites? Non, deux choses. D'abord, l'intérêt, c'est de dire stop. Stop, ça ne veut pas dire infléchir. Ça veut dire il y a un point, il y a une limite au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller. Ça, déjà, c'est important de le dire et de le dire directement à Donald Trump. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron pense que Donald Trump peut l'entendre. Premier point. Il peut l'entendre, mais enfin, est-ce qu'ils ont vraiment des leviers de pression sur les Américains? Oui, il y en a un qui est quand même important, c'est que les Européens ne sont pas seulement des alliés, c'est aussi un grand marché, et que faire des affaires avec la Russie, M. Trump peut toujours rêver d'avoir effectivement les ressources naturelles de la Russie et de décrocher la Russie de la Chine, mais ça ne lui fait pas des clients pour les produits made in USA qu'il veut exporter. Donc il y a quand même des éléments. Moi, je trouve très important que le Premier ministre britannique suive le président français. Initialement, ils devaient être ensemble. Bon, ça ne se fera pas, parce que le Royaume-Uni est un pays très important pour les États-Unis, traditionnellement aligné sur Washington, mais à force d'ingérence dans le débat politique en Grande-Bretagne, à force d'insulter littéralement Keir Starmer, l'administration Trump se l'est mise à dos. Et puis il y a une équation, on vient d'en parler en début de ce journal, c'est l'Allemagne, parce que si demain on apprend que le prochain chancelier est Friedrich Merz, le conservateur, et que l'AfD, soutenu par l'administration Trump, n'a pas réussi à dépasser les 20%, score historique, mais qui était celui des sondages, ça donne quand même là aussi du grain à moudre aux Européens qui vont converger vers une forme d'unité et qui peuvent espérer peut-être pas infléchir, mais en tout cas tenir tête à Donald Trump et donc obtenir des éléments dans ce processus de paix à venir, point d'interrogation. Vous êtes d'accord, Ulrich Bouna, les résultats de ces élections législatives en Allemagne peuvent changer la donne sur la gestion que les Européens auront de ce dossier ukrainien? Alors, ils peuvent la changer de deux façons. C'est parce qu'effectivement, Friedrich Merz a fait plusieurs déclarations qui sont, a priori, plus en faveur de l'Ukraine. En tout cas, ce nouveau chancelier allemand serait prêt à faire plus pour l'Ukraine en termes de fourniture d'armement. Notamment les fameux Taurus. Exactement, les missiles longue distance. Et surtout, en fait, on sent une volonté chez Friedrich Merz d'avoir une discussion véritable sur la structure de la défense européenne, et ça c'est très important. Et c'est un sujet effectivement dont on reparlera. Merci infiniment à tous les deux, Ulrich Bouna et Richard Verly, merci d'avoir répondu à nos questions.